Je crois qu'on enseigne plusieurs choses. En fait, le mot même, d'ailleurs, Europe, est un mot qui a plusieurs sens, qui est polysémique. C'est un mot qui est assez indéterminé. D'ailleurs, on se souvient d'une expression assez célèbre de Lucien Febvre dans ses cours au Collège de France, où il disait que l'Europe, en fait, c'était un nom flottant et qui, pendant longtemps, n'a pas su exactement sur quelle réalité, en fait, reposer. Et donc, ce terme-là d'Europe, en fait, dans l'enseignement, renvoie en fait à plusieurs dimensions. Il peut s'agir de l'Europe au sens géographique du terme, c'est-à-dire l'Europe continent, mais avec une question très importante qui sous-tend cette première dimension et qui est celle de l'indétermination en fait, sur les limites territoriales de cette Europe, sur ses frontières, peut-être pour parler plus clairement. Il y a une deuxième dimension, quand on évoque le mot Europe, qui est une dimension davantage historique et culturelle également. C'est ce qu'on pourrait appeler l'Europe civilisation, qui fait aussi l'objet des enseignements sur cette question, avec notamment, en tout cas dans l'enseignement français, un fort ancrage sur l'Europe de l'Ouest et moins sur l'Europe centrale et orientale, sur l'histoire en fait de ces pays-là. Il y a une troisième dimension, je pense, qui est également importante et qui irrigue nos enseignements sur cette dimension européenne. C'est finalement le projet d'union, le projet d'Europe unie, le projet d'intégration européenne, donc ce projet politique après le second conflit mondial qui rassemble des Européens, des pays qui ont des visions d'ailleurs nationales diverses, mais qui ont accepté librement, volontairement de s'engager dans ce projet commun. Et c'est donc ce qu'on pourrait appeler finalement l'Europe instituée, sous la forme d'une construction économique et juridique, la forme de la construction d'un marché d'un côté et d'une communauté de droit de l'autre. Je crois qu'on peut distinguer au moins trois ou quatre conceptions, dimensions de cette dimension européenne. Je dis trois ou quatre parce qu'il y a peut-être une quatrième dimension que l'on pourrait avoir à l'esprit, c'est finalement l'idée même politique d'Europe, c'est-à-dire avant même que ce projet ne fasse l'objet de création d'institutions communes, de création d'un marché, la création d'une communauté de droit. C'était une idée politique d'unir les Européens et qui a été très, très présente à différents moments de l'histoire européenne. Il y a effectivement un certain nombre de freins qui peuvent gêner l'enseignement de cette dimension européenne dans le cadre des cours que nous donnons à nos élèves. Je pense qu'il y a un premier frein en fait très, très important qui renvoie au fait que l'Europe est finalement un objet d'enseignement qui est très problématique parce que c'est un objet d'enseignement qui est clivant politiquement. C'est un objet d'enseignement qui divise les enseignants, en tout cas dans un pays comme la France. Je pense aussi peut-être dans un pays comme les Pays-Bas, puisque les deux pays ont une caractéristique commune, c'est qu'ils ont connu au milieu des années 2000 un référendum négatif sur le traité constitutionnel et moment politique qui a produit un clivage assez fort au sein de nos sociétés nationales respectives. En tout cas, pour ce qui concerne la France, c'est vrai que depuis le début des années 90, au tournant du moment Maastricht, et plus encore au milieu des années 2000, avec le non français par référendum au traité constitutionnel, le 29 mai 2005, très clairement, l'Europe entre guillemets, est devenu à ce moment-là, pendant cette période-là, un sujet d'enseignement non consensuel, en ce sens que l'école, de manière générale, l'école, le collège, le lycée, l'institution scolaire, constitue en fait, a commencé à constituer une chambre d'écho des débats, des clivages, des dissensions qui traversent en fait la société française et notamment sur cette question européenne. Et donc je pense qu'à cet égard,
l'école reflète, en France en tout cas, le rapport ambivalent de la société française à l'Europe. Par ailleurs, on peut sans doute pointer un second obstacle, un second frein à l'enseignement de l'Europe. C'est quelque chose qui a été dit, qui a été pointé, mais qui peut peut-être être discuté. C'est le fait que le thème européen ne serait plus aujourd'hui un thème, ne serait pas aujourd'hui, si tant est qu'il l'ait déjà été, un thème attractif des formations et des savoirs. C'est peut-être vrai. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un renouvellement scientifique fort dans certaines disciplines. Je pense à l'histoire, par exemple, ou encore à la géographie, qui permet de renouveler le corpus scientifique, l'historiographique en l'espèce, s'agissant des travaux de recherche en histoire de l'Europe, qui est très fort aujourd'hui et qui pourrait être à même d'enrichir finalement le renouvellement et de provoquer, de renforcer le renouvellement de l'intérêt pour l'enseignement de l'Europe. Et je pense notamment aux travaux d'un jeune historien en France comme Laurent Barrouzet, qui vient d'écrire un très gros et très beau livre, en fait, Europe contre Europe, qui me paraît aller très clairement dans le sens, en fait, de ce renouvellement du corpus scientifique. On peut aussi évidemment penser aux travaux de Thomas Serrier, Somme, co-dirigé avec Étienne François, Europa, notre histoire. Et puis, il y a peut-être un troisième élément qui mériterait d'être mis en évidence et qui peut-être explique que l'enseignement de l'histoire, en tout cas dans un pays comme la France, l'enseignement d'histoire, géographie, mais plus spécifiquement encore l'enseignement d'histoire, peut être plus difficile qu'ailleurs, et qui renvoie au fait que l'enseignement de l'histoire dans un pays comme la France est intimement lié à la construction à la fois du sentiment national, mais aussi de la République. Consolidation du sentiment national d'un côté, consolidation de la République de l'autre. Et je crois que cet élément-là, très, très spécifique sur le rôle des professeurs d'histoire qui a été d'épauler la République, est sans doute un élément très important qui explique finalement ce qu'on pourrait appeler l'ellipse européenne dans la narration du récit national par les professeurs d'histoire. Donc là, peut-être que cette difficulté à aborder les sujets européens est liée à la fois au rôle des professeurs d'histoire dans l'installation de la construction nationale d'un côté et dans la consolidation de la République de l'autre. Et on voit bien évidemment que cet élément rapporté à la construction européenne pose un double défi, lance un double défi, puisque la construction européenne, c'est d'un côté la construction d'une entité supranationale, et de l'autre, que cette construction européenne, elle lance un défi très important pour penser les conditions de possibilité de la création et du développement, de l'approfondissement d'une démocratie à une autre échelle que l'échelle nationale, à l'échelle supranationale, à l'échelle européenne. Je crois qu'il y a plusieurs pistes auxquelles on peut songer, auxquelles on peut penser pour essayer de renforcer la dimension européenne dans les enseignements que nous donnons à nos élèves. Alors, je vais simplement essayer pour la clarté du propos, peut-être de synthétiser les différentes propositions, peut-être en deux ou trois axes principaux. Le premier de ces trois axes, en fait, porte sur ce que pourraient être les éléments de contenu, en fait, d'une pédagogie de l'Europe, et notamment en vue de donner des repères dans le temps à nos élèves. Je pense, comme quelqu'un comme Elie Barnavi, qui l'avait dit dans ces termes-là, qu'une véritable éducation européenne ne peut être qu'historique en réalité. Et donc, comme il le disait d'ailleurs encore, il ne s'agirait pas, en disant ça, de laisser penser qu'il suffirait, il faudrait d'ailleurs, remplacer les narratifs nationaux
qui reste évidemment indispensable à la formation des jeunes citoyens nationaux et européens, mais plutôt qu'il faut compléter ces narratifs nationaux par un narratif spécifiquement européen. Ce qui doit permettre à tout jeune Européen d'apprendre que tout phénomène finalement historique a eu une dimension européenne et pas seulement nationale. C'est évidemment le cas quand on pense, pour donner quelques exemples, au féodalisme, à l'émergence et au développement de l'État moderne, à la Renaissance, à la Réforme, aux Lumières, mais aussi à la Révolution industrielle. On pourrait véritablement multiplier les exemples à cet égard. Toujours sur ce premier axe historique, peut-être faire découvrir aux jeunes gens des lieux de mémoire européens. Il y a eu tout un travail en France porté par Pierre Nora sur des lieux de mémoire nationaux dans notre pays. Il est clair que ce travail sur les lieux de mémoire peut aussi et devrait aussi se faire à l'échelle européenne. Je pense qu'il n'y a pas besoin de citer beaucoup d'exemples pour être convaincu que Nuremberg, Vienne, Auschwitz, Varsovie, Prague, Athènes, les plages de Normandie, les plages du débarquement, Barcelone, pensant à la guerre civile entre 1936 et 1939 en Espagne, tous ces exemples-là sont et peuvent être considérés comme étant des lieux de mémoire européens. Je pense aussi, sur ce premier axe, sur ce premier registre historique, qu'il ne faut pas se borner, hein, évidemment, et les exemples que je viens de donner, certains exemples que je viens de donner le montrent, qu'il ne faut pas se borner à mettre l'accent uniquement sur des exemples ou des cas nationaux issus de l'Ouest, de l'Europe, mais qu'il faut s'ouvrir également à l'Europe centrale, orientale, baltique, et pas uniquement aux grands États. Évidemment, je mets ce vocable entre mille guillemets, mais aussi aux petits pays qui sont très souvent et malheureusement sous-représentés dans le cadre de nos enseignements sur l'Europe. Le deuxième axe qui me paraît important, c'est un axe qui relève davantage de la vocation civique et citoyenne, en fait, des enseignements qu'on peut donner sur l'Europe. L'Union européenne a créé, au moment de Maastricht, une deuxième échelle de citoyenneté. Tout citoyen membre d'un État, tout citoyen ressortissant d'un État membre de l'Union européenne est aussi un citoyen, une citoyenne européen ou européenne. Et donc, je pense qu'il est très important de renforcer cette dimension civique de notre enseignement sur l'Europe. Alors, évidemment, l'histoire est utile pour ça, mais aussi peut-être permettre aux élèves d'identifier plus clairement l'Europe de l'Union européenne, cette Europe de l'Europe instituée, si je puis dire, les 27 États qui composent cette Union européenne, cette communauté de droit dans laquelle les États ont décidé librement et volontairement de se regrouper, mettre en lumière quelles sont peut-être encore les principales logiques politiques, géopolitiques, qui sous-tendent le processus même d'unification européenne. Mais au-delà je dirais, de l'apprentissage très classique, l'apprentissage académique très classique, je crois que cette dimension civique et citoyenne de l'enseignement de l'Europe peut se prêter aussi très facilement à des expériences pratiques, des simulations de négociations, des débats, des voyages d'études, des découvertes de lieux de pouvoir européens, des rencontres avec des acteurs, des professionnels qui agissent à l'échelle européenne. Et ça, je crois que cette dimension-là, elle pourrait avoir en fait de nombreux avantages et produire de nombreux effets positifs, évidemment en termes de développement de la culture générale, de l'esprit critique, d'éducation à la responsabilité sociale et civique, l'apprentissage des langues évidemment, l'aide à l'orientation professionnelle, et je pourrais encore multiplier les exemples. Troisième et dernier axe, d'un point de vue plus spécifiquement peut-être géographique, il me semble très important de nécessiter
très important pardon, de favoriser, parce qu'il y a une nécessité à ça, de favoriser l'appropriation de l'échelle européenne en fait, par nos élèves. Et là, je crois qu'il y a deux niveaux qui sont essentiels. Il y a d'abord un niveau local. Je pense qu'il est très important de montrer que l'Europe est incarnée dans le territoire en fait, des élèves eux-mêmes. Il y a sans doute un besoin et une nécessité, là encore, de mettre en valeur le rôle joué par l'Union européenne en termes d'action de proximité au plus proche des élèves, ce qui leur permettrait de se représenter en fait les actions qui sont très concrètement conduites et menées par cette Europe très souvent jugée lointaine et abstraite. La deuxième échelle, me semble-t-il, géographique importante, au-delà de l'échelle locale, c'est l'échelle mondiale. C'est l'échelle internationale qui me semble fondamentale. Et comme on le voit évidemment aujourd'hui dans un contexte de guerre en Ukraine, cette dimension-là est d'une urgente actualité, peut-être plus générale, au-delà de la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, dans un contexte de gestion de crises multiples, la crise sanitaire, la crise environnementale et énergétique, mais aussi évidemment cette crise qui engage des enjeux de guerre et de paix. Très clairement, tous ces défis d'origine externe sont sans doute des défis qui doivent pousser à intégrer cette échelle géopolitique, cette approche géopolitique dans nos enseignements sur l'Europe. Évidemment, mais je n'ai pas le temps ici de développer ces aspects-là. Il faudrait développer également des réflexions sur l'amélioration de l'enseignement des langues vivantes étrangères, en tout cas dans un pays comme la France. Il y a des enjeux aussi de formation sur les sujets européens, en formation continue et en formation initiale pour les enseignants. Et puis les enjeux évidemment de mobilité, dont il faut renforcer au maximum l'impact sur un nombre à la fois d'élèves et aussi d'enseignants qui soit le plus grand nombre possible. Voilà peut-être quelques pistes susceptibles d'être utiles.